sortez ce gamin d'ici avant que j'appelle la police. La voix de Sandrine claqua dans le salon funéraire tel un coup de fouet. Léo se figea à l'entrée, ses doigts crispés sur l'enveloppe froissée contre sa poitrine. Autour du cercueil en acajou de Jean-Luc, des dizaines de visages se tournèrent vers lui, comme un seul homme. Costume coûteux, robe de créateur, bijoux qui scintillaient plus vivement que les lustres. Et lui, au milieu de tout ça, avec ses chaussures trouées, son pantalon du foyer, son t-shirt affligé de taches indélébiles, un garçon qui n'appartenait manifestement pas à ce monde de faste et de deuil fin. Léo sentit ses jambes flageoler, une vague de vertige menaçant de le submerger, mais il ne recula pas. Il se planta fermement sur ses pieds, ancré par la promesse faite à sa mère. Cela ne faisait que 3 jours qu'il avait quitté le foyer municipal Saint-Vincent pour la première fois depuis son arrivée. 8 jours depuis que sa mère avait fermé les yeux pour toujours. 8 jours depuis que son univers s'était effondré, le laissant à la dérive dans un océan de solitude. Le salon des pompes funèbres était immense, grandiose, avec une hauteur sous plafond vertigineuse et des lustres en cristal qui semblaient peser des tonnes, menaçant de s'écraser. Une odeur entêtante de fleurs, de lys et de roses, se mêlait aux parfums opulents des invités, créant une atmosphère écœurante qui lui soulevait le cœur. Léo n'avait jamais vu autant de gens riches réunis en un seul lieu. Des femmes aux coiffures impeccables, sculptées comme des œuvres d'art, chuchotaient derrière des mouchoirs de soie, leur regard le jaugeant avec une curiosité cruelle. Des hommes d'âge mûr consultaient discrètement leur smartphone, comme si la mort n'était qu'un autre rendez-vous dans leur agenda surchargé, une simple formalité à expédier. « Je dois rester », dit Léo, sa voix sortant bien plus faible, plus fragile qu'il ne l'aurait voulu. « S'il vous plaît. » « De quel droit ?» Sandrine fit 2 pas dans sa direction, le claquement de ses talons résonnant sur le marbre poli. C'était une femme grande, la cinquantaine élégante, les cheveux blonds tirés en un chignon parfait d'où pas une mèche ne s'échappait. Sa robe noire était d'une sobriété étudiée, mais Léo reconnaissait les étoffes de prix quand il en voyait. Sa mère avait passé sa vie à laver des vêtements comme celui-ci, pour des gens comme elle. « Pour qui te prends-tu pour entrer ici et nous dire ce que tu dois faire ?» Un murmure parcourut l'assemblée, un frémissement de désapprobation et de mépris. Léo aperçut un homme en costume gris le photographier discrètement avec son téléphone. Une dame âgée, parée d'un collier de perles, serra son sac à main contre sa poitrine, comme s'il était un voleur sur le point de la détrousser. Léo inspira profondément, cherchant à calmer le battement affolé de son cœur. Je suis venu lui dire au revoir. Lui dire au revoir ? Un homme plus jeune, d'environ 30 ans, sortit de l'ombre de Sandrine. Il avait le même nez droit, les mêmes yeux clairs que la femme. Mon père ne sortait presque plus de chez lui ces derniers mois. Comment un gamin des rues comme toi aurait-il pu le connaître ? Lucas, appelle la sécurité. Sandrine ne daigna même pas regarder son fils. Ses yeux étaient rivés sur Léo, froids comme la glace. Ce genre de situation est précisément ce que je craignais. Des opportunistes qui sortent de tous les recoins. Je ne suis pas un opportuniste. La voix de Léo monta d'un cran, plus assurée. Quelques personnes reculèrent, surprises par sa soudaine fermeté. Je voulais juste j'ai besoin, les mots moururent dans sa gorge. Comment expliquer ? Comment faire comprendre à ces gens qu'il avait plus le droit d'être ici que n'importe lequel d'entre eux ne pourrait jamais l'imaginer ? L'enveloppe dans ses mains semblait peser 1 tonne. À l'intérieur se trouvait la vérité. Une vérité que sa mère avait gardée secrète pendant 14 ans. Une vérité que Léo avait découverte bien trop tard. La sécurité. Sandrine fit un geste impatient. 2 hommes en costume noir, massifs, s'avancèrent sur les côtés du salon. Ils étaient grands, les épaules larges, le visage inexpressif. Léo recula instinctivement, son dos heurtant la lourde porte en bois massif. « Attendez !» Il brandit l'enveloppe. « J'ai une lettre. Elle m'a laissé une lettre. Tout le monde a une lettre. » Une femme d'âge mûr, qui ressemblait à Sandrine, leva les yeux au ciel. Ce devait être sa sœur. La semaine dernière, une femme s'est présentée en se disant être une cousine éloignée. Hier, c'était un ami d'enfance. Maintenant, un gamin des rues. Je ne suis pas des rues. Je suis au foyer parce que ma mère, Léo sentit sa voix se briser. La douleur était encore trop vive, trop présente. Cela semblait encore irréel. Elle est morte il y a 8 jours.
Personne ne parut s'en soucier. Leur indifférence était une gifle. Les agents de sécurité n'étaient plus qu'à 3 mètres de lui. Léo jeta un regard désespéré vers le cercueil au fond du salon. Il était ouvert et, même de si loin, il pouvait distinguer le profil de l'homme qu'il n'avait jamais connu. Jean-Luc Sampaio. Son père. Ma mère a travaillé toute sa vie comme femme de ménage, poursuivit Léo, les mots se bousculant. Elle n'a jamais rien demandé à personne, elle n'a jamais rien voulu, mais avant de mourir, elle m'a donné ça. Il serra l'enveloppe contre sa poitrine, comme si c'était un bouclier. Et je suis censé croire que cette lettre a la moindre pertinence ? Sandrine croisa les bras. Regarde-toi. Et regarde-nous. Penses-tu vraiment avoir un quelconque lien avec cette famille ? Je sais que j'en ai un. Léo déglutit difficilement. Et cette lettre le prouve. Ah, vraiment ? Lucas eut un rire méprisant. Et qu'est-ce que cette lettre magique prouve exactement ? Que tu es le fils secret. Que mon père te devait de l'argent ? Laisse-moi deviner, tu veux une part de l'héritage. Je ne veux rien. Les larmes commencèrent à lui brûler les yeux, mais il les retint. Il ne pleurerait pas devant ces gens, il ne leur donnerait pas cette satisfaction. Je voulais juste connaître mon père, c'est tout. Mais quand je suis arrivé ici, sa voix se brisa à nouveau. Léo ferma les yeux, se remémorant l'instant, 3 jours plus tôt, devant le portail de ce même hôtel particulier où se déroulait la veillée. Le concierge, l'air navré, lui annonçant que M. Sampaio était décédé la nuit précédente. Crise cardiaque foudroyante. Léo avait découvert qui était son père et l'avait perdu le lendemain. L'univers pouvait être d'une cruauté infinie. Touchez-le et finissons en. Sandrine fit un geste dédaigneux. J'ai des choses plus importantes à régler que les caprices d'un morveux. Les agents de sécurité saisirent Léo par les bras. Il tenta de se débattre, mais ils étaient bien trop forts. L'enveloppe tomba par terre avec un bruit mat. Non, la lettre. J'ai besoin de la lettre. Quelle comédie. La sœur de Sandrine leva de nouveau les yeux au ciel. Léo se débattit, essayant de se pencher pour ramasser l'enveloppe. Un des agents le tira plus brutalement. C'est à ce moment que la porte principale s'ouvrit avec fracas. Que se passe-t-il ici ? La voix était grave, autoritaire. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux grisonnants et lunettes à monture dorée, entra dans le salon, une mallette en cuir à la main. Il portait un costume bleu marine impeccable et dégageait cette aura de ceux qui ont l'habitude d'être obéis. Maître Dubois. Sandrine afficha un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Heureusement que vous êtes là. Nous avions un petit problème. L'avocat posa son regard sur Léo, maintenu par les agents de sécurité. Puis il vit l'enveloppe sur le sol. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Lâchez ce garçon. Mais, maître, commença Lucas. J'ai dit de lâcher ce garçon. Maintenant. Les agents de sécurité hésitèrent, regardant Sandrine. Elle fit un geste agacé et ils libérèrent Léo. Il se précipita pour ramasser l'enveloppe, la serrant de nouveau contre sa poitrine. Maître Dubois s'approcha, les yeux fixés sur le seau de l'enveloppe. C'était un seau de cire rouge avec un blason pressé au centre. Ses mains tremblèrent imperceptiblement. D'où tiens-tu ça ? Ma mère me l'a donné. Léo sentit une lueur d'espoir naître en lui. Avant de mourir. Elle a dit que mon père était ici. Le silence qui s'abattit sur le salon fut assourdissant. Maître Dubois regarda le cercueil, puis Léo, puis Sandrine. L'expression de la femme avait changé. Ce n'était plus du dédain, c'était de la peur. Je crois, dit l'avocat lentement, que nous devons avoir une conversation très sérieuse. Tous ensemble. La salle de réunion des pompes funèbres était bien plus petite que le salon principal. Des murs lambrissés de bois sombre, une table ovale au centre et des chaises en cuir qui grinçaient à chaque mouvement. Léo était assis au bout, les mains toujours crispées sur l'enveloppe. De l'autre côté, Sandrine occupait le siège principal comme si elle était la propriétaire des lieux. Lucas était à ses côtés, ainsi que la sœur de Sandrine, dont Léo avait appris qu'elle s'appelait Valérie. Maître Dubois restait debout, adossé au mur, son regard alternant entre le garçon et la veuve. Alors ? Sandrine tapota la table de ses ongles rouges. Allons-nous cesser de perdre notre temps ou, non,
Madame Sampaio. Je vous suggère un peu plus de retenue. Maître Dubois ajusta ses lunettes. En fonction de ce que contient cette enveloppe, la situation pourrait s'avérer bien plus délicate que vous ne l'imaginez. Délicate? Valérie eut un rire sec. C'est un garçon avec une lettre, probablement une histoire inventée pour nous extorquer de l'argent. Léo sentit le sang lui monter aux joues, mais il garda la bouche fermée. Ses doigts tracèrent le contour du seau de cire. Ce blason, un lion rampant entouré de feuilles, était le même que sa mère s'était fait tatouer discrètement au poignet. Il n'en avait jamais compris la signification. Maintenant, il comprenait. « Ouvre l'enveloppe, mon garçon. » La voix de Maître Dubois était plus douce. « Maintenant, s'il te plaît. » Léo hésita. 8 jours. Cela ne faisait que 8 jours que sa vie entière s'était effondrée. Il pouvait encore voir sa mère sur son lit d'hôpital, le visage rongé par la maladie, les yeux qui brillaient autrefois maintenant creusés et fatigués. Cancer du pancréas, agressif, dévastateur. 3 mois entre le diagnostic et la fin. « Maman, ne parle pas comme ça », lui avait-il dit, en lui tenant la main, sentant les os sous la peau fine. « Tu vas guérir. » Mais elle savait. Les mères savent toujours. « Léo, mon amour. » Sa voix n'était qu'un faible murmure. « Je dois te dire quelque chose que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Repose-toi, maman. On en parlera plus tard. » Il n'y aura pas de plus tard, mon fils. Une larme coula sur sa joue. « Je ne t'ai jamais parlé de ton père parce que j'avais peur. Peur que tu me juges. Peur qu'il ne t'accepte pas. Peur de tant de choses. » Léo se souvenait de la boule dans sa gorge, le sentiment que quelque chose était sur le point de changer pour toujours. « Ton père, elle déglutit. Il ne sait pas que tu existes. Je ne lui ai jamais dit. Mais tu as le droit de savoir qui il est. » C'est laquelle avait demandé à l'infirmière de chercher l'enveloppe dans le tiroir. L'enveloppe qui se trouvait maintenant dans les mains de Léo. Elle est de lui. Je reconnais le sceau. Elle avait caressé le blason de cire. J'ai été sa secrétaire pendant 2 ans. C'était rapide, intense, mais il était marié, et je n'étais qu'une employée. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai démissionné. Je ne suis jamais revenue. Pourquoi? Avait demandé Léo, sentant la colère monter. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Il devait t'aider. Parce que j'avais trop de fierté, mon fils. Et parce que je t'aimais trop pour risquer qu'il te rejette. Elle avait serré sa main avec le peu de force qui lui restait. Mais maintenant, tu dois savoir. Jean-Luc Sampaio. C'est le nom de ton père. Le nom n'avait rien signifié pour Léo à ce moment-là. Sa mère était tout pour lui. Son père n'était qu'une ombre, une abstraction. Mais ensuite, elle avait dit quelque chose qui l'avait glacé. Promets-moi de n'ouvrir l'enveloppe que s'il m'arrive quelque chose. Et promets-moi que tu iras le chercher. Tu mérites d'avoir un père. 3 jours plus tard, elle était morte. Mon garçon. La voix de Sandrine le tira de ses souvenirs. Nous attendons. Léo cligna des yeux, revenant à la salle de réunion. Ses mains tremblaient. Il glissa son doigt sous le seau de cire, le sentant se briser. Le son parut assourdissant dans le silence de la pièce. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 3 choses, une lettre pliée, une vieille photo et un papier avec un en-tête doré. Il sortit la photo en premier. Elle datait de près de 15 ans, à en juger par son usure et ses couleurs passées. Sa mère était là, jeune, belle, souriant à côté d'un homme en costume. Léo reconnut immédiatement le visage. C'était le même que celui dans le cercueil, plus jeune, avec moins de rides, mais indubitablement lui. « Laissez-moi voir ça. » Sandrine tendit la main. « Non. » Léo retira la photo. C'était la seule image qu'il avait de ses parents ensemble. Il n'allait pas laisser cette femme la toucher. Maître Dubois s'approcha de la table. « Puis-je » Léo hésita, mais quelque chose dans la voix calme de l'avocat l'incita à la confiance. Il lui tendit la photo. Maître Dubois la tint à la lumière, examina le verso, puis regarda Léo avec une expression qu'il ne put déchiffrer. « Continue, dit l'avocat. » Léo prit la lettre,
manuscrite, de l'écriture soignée de sa mère. Il commença à lire à voix haute, la voix étranglée par l'émotion. « Mon cher Léo, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Et je suis désolé, mon fils, si désolé pour tant de choses. Ton père s'appelle Jean-Luc Sampaio. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans et que je travaillais comme secrétaire dans son entreprise. Ce fut bref, quelques mois seulement, mais c'était réel, du moins pour moi. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu peur. Peur de sa femme, peur d'être traitée d'intrigante, peur que tu grandisses dans un environnement de mensonges et de ressentiment. Alors, je suis parti. J'ai simplement pris mes affaires et je suis parti. Je t'ai élevé seul parce que je le voulais, parce que chaque sacrifice en valait la peine. Mais j'ai toujours gardé la vérité, attendant le bon moment pour te la dire. Ce moment est arrivé trop tard. Avec cette lettre se trouve un test ADN que j'ai fait faire quand tu avais 3 ans. J'ai récupéré un verre que Jean-Luc avait utilisé lors d'un événement de l'entreprise et je l'ai gardé. Je sais que c'était mal, mais j'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin que tu aies une preuve si un jour tu en avais besoin. Cherche-le, Léo. Il habite avenue des Champs-Élysées. Je ne sais pas s'il t'acceptera, je ne sais pas si sa famille t'accueillera, mais tu mérites d'essayer. Tu mérites d'avoir un père. Je t'aime plus que tout au monde. Maman. Le silence dans la pièce était sépulcral. Léo essuya ses larmes du revers de la main, sans honte. Au diable ce que ces gens pensaient. ADN, Lucas se leva brusquement. C'est ridicule. Mon père n'aurait jamais, asseyez-vous. La voix de Maître Dubois était dure comme l'acier. Léo prit le 3e papier. C'était un rapport de laboratoire avec l'entête du laboratoire Pasteur. Il ne comprenait pas tous les termes techniques, mais les chiffres à la fin étaient clairs, 99,9% de probabilité de paternité. Cela ne prouve rien. Sandrine se leva également. Ça peut être falsifié. Cette femme a pu planifier ça pendant des années. Madame Sampaio. Maître Dubois prit le rapport des mains de Léo. Ce laboratoire est l'un des plus respectés du pays. Et ce sceau, ici, il montra un filigrane, est pratiquement impossible à falsifier. Je vous recommanderais vivement de vous rasseoir. Je ne m'assiérai pas. Mon mari ne m'aurait jamais trompé avec une femme de ménage, lança Léo, la voix basse mais ferme. C'est ce que vous alliez dire? Sandrine le foudroya du regard. Oui, exactement ça. Ma mère valait plus que tout ce que vous pourriez imaginer. Léo se leva à son tour, affrontant la femme sans peur. Elle a travaillé jusqu'à l'os pour m'élever. Elle n'a jamais rien demandé à personne. Elle avait plus de dignité dans son petit doigt que vous n'en aurez jamais dans toute votre vie. Comment osez-vous, assez? La voix de Maître Dubois résonna dans la pièce. Asseyez-vous. Tous les deux. Maintenant. Sandrine et Léo reculèrent lentement, mais restèrent debout, se défiant du regard. Lucas semblait en état de choc, regardant la photo, le rapport, Léo. Si c'est vrai, déglutit Lucas. Si mon père a vraiment ça veut dire que tu es mon demi-frère. Léo sentit le mot, étrange, sur sa langue. Oui, je crois que oui. Valérie porta la main à sa bouche. Jean-Luc le savait. Il le savait et ne nous a jamais rien dit. Non. Léo secoua la tête. Ma mère ne lui a jamais dit. Il ne le savait pas. Non jusqu'à, il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Si son père ne savait pas, pourquoi Maître Dubois avait-il reconnu l'enveloppe? Pourquoi cette réaction en voyant le sceau? Jusqu'à quand? Demanda calmement Maître Dubois. Léo regarda l'avocat. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Un triste sourire traversa le visage de l'homme. Le testament de Jean-Luc a été modifié il y a 3 semaines. Et j'ai des instructions très spécifiques sur la façon de procéder si un jeune homme se présentait avec cette enveloppe. Le cœur de Léo s'emballa. Quoi? Il semble, dit Maître Dubois en ouvrant sa mallette, que votre père a découvert votre existence et a pris ses dispositions avant qu'il ne soit trop tard. Impossible. Sandrine agrippa le bord de la table. Jean-Luc m'en aurait parlé. Nous n'avions pas de secret. Maître Dubois sortit une liasse de documents. Avec tout le respect que je vous dois, madame,
votre mari est venu me voir il y a exactement 23 jours. Il était très ébranlé. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose qui allait tout changer. Léo sentit l'air lui manquer. 23 jours. Son père avait su pour lui il y a moins d'un mois, et maintenant il était mort. Découvert comment? Lucas se pencha sur la table. Comment aurait-il pu savoir pour un fils secret après tant d'années? L'avocat hésita, regardant Léo. Peut-être serait-il préférable que le garçon sorte pour « non ». Léo croisa les bras. Je reste. Ça me concerne. J'ai le droit de savoir. Maître Dubois soupira. Très bien. Jean-Luc m'a dit qu'il était en train de revoir de vieux documents de l'entreprise. Il avait la manie de tout garder, reçus, contrats, même les dossiers des employés. Il a trouvé la fiche d'une ancienne employée, Manon Leroy. Léo sentit son cœur se serrer en entendant le nom complet de sa mère. Avec la fiche, il y avait une photo, continua l'avocat. Une photo de deux à une fête de fin d'année de l'entreprise. Jean-Luc a dit qu'il a regardé cette photo et que soudain, il s'est souvenu. Il s'est souvenu de tout, des mois qu'ils avaient passés ensemble, de la façon dont elle avait simplement disparu un jour. Sandrine était livide. Il a fait le calcul. Il a réalisé que si Manon était tombée enceinte, l'enfant aurait environ 14 ans aujourd'hui. Alors, il a engagé un détective privé. Valérie porta la main à sa bouche. Mon Dieu! Le détective a retrouvé Manon en 2 semaines. Il a aussi trouvé son fils, Léo. Maître Dubois regarda le garçon avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Jean-Luc est devenu obsédé. Il a commencé à demander des rapports quotidiens. Il voulait tout savoir sur vous, où vous étudiez, comment vous viviez, qui étaient vos amis. Léo sentit un frisson le parcourir. Il m'observait? Pas de la manière que vous pensez. Jean-Luc voulait être sûr avant de prendre contact. Il voulait comprendre la situation. Mais ensuite, l'avocat fit une pause, il a découvert la maladie de votre mère. Le monde sembla s'arrêter. Il savait que ma mère était malade? Oui. Le détective l'a informé que Manon était en phase terminale. Jean-Luc était désespéré. Il voulait aller à l'hôpital, il voulait se présenter. Il voulait rattraper le temps perdu. Mais je lui ai conseillé d'attendre. Attendre? Léo sentit la colère monter. Ma mère était en train de mourir et vous lui avez dit d'attendre? Je lui ai dit d'obtenir des preuves d'abord. Maître Dubois retira ses lunettes, les essuyant avec un mouchoir. La situation était délicate. Un homme riche, prétendant être le père d'un garçon de 14 ans. Sans preuve concrète, cela aurait pu paraître déplacé, cela aurait pu détruire sa réputation et vous nuire aussi. Alors il a attendu que ma mère meure. Les larmes brûlaient les yeux de Léo. Il a attendu pour ne pas avoir à l'affronter. Ce n'est pas ça. L'avocat secoua la tête. Jean-Luc rassemblait son courage. Il planifiait le meilleur moment. Mais son cœur n'a pas tenu. La crise cardiaque a été foudroyante. Il est mort dans son bureau, seul, au milieu de la nuit. Sandrine s'était affalée sur sa chaise, le visage exsangue. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi m'a-t-il caché ça? Parce qu'il avait peur de votre réaction. La voix de Maître Dubois était douce mais ferme. Jean-Luc m'a dit que vous n'accepteriez pas facilement, qu'il y aurait des complications. Des complications? Lucas eut un rire amer. Bien sûr qu'il y aurait eu des complications. Débarquer avec un fils bâtard après 40 ans de mariage? Ne m'appelle pas comme ça. Léo se leva, les poings serrés. Je n'ai pas demandé à naître, je n'ai pas demandé à être son fils, et je n'ai certainement pas demandé à être traité comme un déchet par des gens comme vous. Asseyez-vous, mon garçon. Sandrine se leva également, mais sa voix était différente, plus contrôlée, plus dangereuse. Tu veux savoir la vérité? La vérité, c'est que mon mari était un homme faible, il l'a toujours été. Une jolie secrétaire lui fait des avances et il tombe dans le panneau. C'est probablement arrivé des dizaines de fois. Sandrine, l'avertit Maître Dubois. Et maintenant, tu apparais. Elle désigna Léo avec dédain. Avec ta petite histoire triste, ta mère morte, ton enveloppe magique. Tu crois que tu vas obtenir quoi?
de l'argent, une maison, un nom de famille? Je ne veux rien de tout ça, cria Léo. Je voulais juste connaître mon père. Il était vivant il y a 8 jours. 8 jours? Si j'avais su plus tôt, si ma mère m'avait dit plus tôt, j'aurais pu, sa voix se brisa. Léo retomba sur sa chaise, cachant son visage dans ses mains. Les sanglots vinrent sans contrôle. Toute la douleur des dernières semaines explosa d'un seul coup, la mort de sa mère, le foyer, la solitude. Et maintenant ça, découvrir qu'il avait eu un père pendant moins de 24 heures avant de le perdre pour toujours. Le silence dans la pièce était lourd. Même Sandrine semblait sans voix. Ce fut Lucas qui parla le premier, la voix basse. Tu ne savais vraiment rien de notre père? Léo hocha la tête, sans retirer ses mains de son visage. Et ta mère, elle n'a jamais demandé d'argent, n'a jamais essayé de prendre contact? Jamais. Léo essuya son visage, faisant face à son demi-frère. Elle avait sa fierté. Elle cumulait parfois 3 emplois. Ménage, blanchisserie, cuisine. On n'a jamais manqué de nourriture à la maison, jamais manqué de linge propre. Elle se débrouillait. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Demanda Valérie, sincèrement curieuse. Pourquoi attendre d'être sur le point de mourir? Parce qu'elle avait peur que je la juge. Elle avait peur que je veuille chercher mon père et que je finisse par souffrir encore plus. Il respira profondément. Elle a dit qu'elle m'avait protégé toute ma vie et que maintenant, c'était à mon tour d'être fort, seul. Maître Dubois remit ses lunettes. Jean-Luc a laissé des instructions très claires sur la façon de procéder si vous vous présentiez. Il savait qu'il pourrait mourir avant de prendre contact. Il avait des problèmes cardiaques depuis des années. C'est pourquoi il a modifié son testament en urgence. Le testament, Sandrine revint à la vie. Qu'a-t-il fait exactement? Cela sera révélé lors de la lecture officielle, qui aura lieu après l'inhumation. L'avocat rassembla ses papiers. Mais je peux vous dire que Jean-Luc a reconnu Léo comme son fils et a pris des dispositions pour assurer son avenir. Non. Sandrine frappa la table de sa main. Je n'accepterai pas ça. Je contesterai. Je prouverai que c'est une fraude. Vous êtes dans votre droit. Maître Dubois ferma sa mallette. Mais je dois vous avertir que Jean-Luc avait anticipé cette possibilité. Les preuves sont solides. Le test ADN peut être refait avec du matériel prélevé lors de la veillée, si vous le souhaitez. Les rapports du détective sont exhaustifs et il y a une lettre manuscrite de Jean-Luc expliquant tout. Une lettre? Léo regarda l'avocat. Il m'a écrit? Maître Dubois hocha lentement la tête. Il a écrit, et il m'a demandé de vous la remettre uniquement si vous veniez à la veillée avec l'enveloppe de votre mère. Il a dit que cela prouverait que vous méritiez de connaître la vérité. Les larmes revinrent, mais Léo ne les cacha pas. Son père avait pensé à lui. Même sans le connaître, même dans le peu de temps qu'il avait eu, il s'était suffisamment soucié de lui pour laisser une lettre. Je peux la lire? Sa voix sortit faible. Après l'inhumation, en même temps que la lecture du testament. L'avocat se leva. Pour l'instant, je suggère que nous retournions tous à la veillée. Les gens commencent à s'interroger sur ce retard. Sandrine passa devant Léo sans le regarder. Lucas hésita sur le seuil, comme s'il voulait dire quelque chose, mais finit par sortir en silence. Valérie fut la dernière, lançant un regard plein de pitié au garçon avant de disparaître. Maître Dubois posa une main sur l'épaule de Léo. Je sais que c'est difficile, mais votre père était un homme bien. Il voulait faire ce qui était juste. Il n'a simplement pas eu le temps. Léo regarda la porte fermée. Aucun de nous n'a eu le temps. Non. Mais il s'est assuré que vous ne seriez pas démunis. Cela compte pour quelque chose. Léo n'en était pas sûr. L'argent ne ramenait pas les gens. Les testaments ne comblaient pas le vide dans la poitrine. Mais peut-être, juste peut-être, que c'était un début. Je peux rester encore un peu? Demanda-t-il. Avant de retourner là-bas. Autant de temps que nécessaire. L'avocat sortit, fermant doucement la porte. Léo resta seul dans la salle de réunion, les documents étalés sur la table devant lui. La photo de ses parents ensemble était là, délavée mais réelle. Il la prit avec soin,
passant son doigt sur leur visage souriant. J'aurais aimé te connaître, papa, murmura-t-il à la photo. Même si ce n'était qu'un jour. Juste pour te dire que je ne t'en veux pas, et que maman non plus ne t'en voulait pas. La photo ne répondit pas. Les photos ne répondent jamais. Mais Léo sentit que, d'une manière étrange, son père l'entendait. Et peut-être, juste peut-être, que c'était suffisant pour l'instant. La veillée se termina 3 heures plus tard. Léo resta au fond du salon tout le temps, observant les gens défiler devant le cercueil. Hommes d'affaires, politiciens, personnalités mondaines, tous avec leurs condoléances répétées. Personne ne le regarda plus. Le cortège jusqu'au cimetière fut long. Léo monta dans la voiture de Maître Dubois, une berline grise qui sentait le cuir neuf. « Vous tenez le coup » dit l'avocat en conduisant. « Rien de tout ça ne semble réel », répondit Léo en regardant par la fenêtre. Le cimetière était immense, avec des tombes en marbre et des caveaux qui ressemblaient à de petites maisons. Le caveau familial des Sampaio se trouvait dans une zone privilégiée, entourée d'arbres centenaires. Des générations de Sampaio y reposaient ensemble. Et maintenant, un de plus. Quand tout le monde se fut éloigné, Léo s'approcha du bord, regarda le cercueil en bas, partiellement recouvert de terre et de fleurs. « Salut, papa » murmura-t-il. « Je suis Léo. Ton fils. » Il prit une rose blanche et la jeta dans la tombe. « J'espère que tu es avec elle maintenant. Que tu lui demandes pardon et qu'elle te pardonne. » Pathétique. Léo se retourna. Sandrine se tenait à quelques mètres, les bras croisés. Parler aux morts. C'est ça qui est pathétique. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu disparaisses de ma vie. Retourne à ton foyer et reste-y. Le test n'est pas un faux et vous le savez. Sandrine fit un pas en avant. Tout le monde a toujours voulu quelque chose de Jean-Luc. Et tu n'es pas différent. Si, je le suis. Parce que je voulais connaître mon père et vous m'avez privé de ça. Il était vivant et personne ne m'a prévenu. Prévenu de quoi? D'arriver en mendiant? De lui dire au revoir. Les larmes vinrent. Ma mère est morte dans mes bras. J'ai tenu sa main. Je lui ai dit que je l'aimais. Mais lui-même pas ça. Il est mort seul et je ne savais même pas qu'il existait. Sandrine fit un pas en avant, le visage rouge de colère, sa main se leva mais s'arrêta, tremblante de haine. Sandrine. Maître Dubois arriva en courant. Contrôlez-vous. C'est un profiteur. Cracha Sandrine. Maman, ça suffit. Les gens regardent. Lucas lui attrapa le bras. Cette femme s'appelait Manon, cria Léo. Et elle valait mieux que vous ne le saurez jamais. La lecture du testament aura lieu dans 1 heure, coupa Maître Dubois. Boulevard Saint-Germain, au numéro 1. Tous les héritiers doivent être présents. 1 heure plus tard, Léo se trouvait dans une immense salle de réunion. Sandrine était assise en bout de table, flanquée de 2 avocats. Lucas et Valérie étaient à côté d'elle. De l'autre côté, seul, Léo. Maître Dubois entra et ouvrit le document. Nous sommes ici pour la lecture du testament de Jean-Luc Sampaio. Il commença par lire plusieurs dispositions techniques. Puis vinrent les biens. À mon épouse, Sandrine, la maison de Maître Sampaio en Provence, l'appartement en dernier étage et 20% des actions de Sampaio Ingénierie. À mon fils, Lucas, 30% des actions, la maison de campagne et la présidence du conseil d'administration. À ma belle-sœur, Valérie, l'appartement à Neuilly et 500 000 €. Maître Dubois fit une pause, regarda Léo. Et à mon fils, Léo Leroy, récemment découvert mais non moins aimé, 10% des actions de Sampaio Ingénierie, l'appartement à Montmartre, un fonds de 2 millions d'euros pour son éducation, et 7 lettres. Il sortit une enveloppe blanche avec le nom de Léo écrit au recto. De plus, Jean-Luc a laissé une clause spéciale. Léo devra être accueilli par la famille. Lucas est responsable de lui garantir une éducation de qualité et un traitement digne. S'il y a des preuves de négligence ou de discrimination, post-dramatique, Léo recevra 40% des actions de l'entreprise, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire. Et Sandrine perdra l'appartement en dernier étage, qui sera transféré à Léo. Silence de mort. Puis le chaos. C'est du chantage.
Sandrine frappa la table de ses mains, se levant brusquement. Jean-Luc ne peut pas m'obliger à accepter ce. Faites attention à vos prochains mots, madame. L'avertit maître Dubois, ajustant ses lunettes. Tout ce qui est dit ici est enregistré, comme l'exige la loi lors des lectures de testament. Léo resta silencieux, regardant l'enveloppe blanche dans ses mains. L'écriture de son père, était là, formant son nom avec des traits fermes et soignés. Léo Leroy. Simple, direct, réel. Il passa ses doigts sur les lettres, essayant de sentir une connexion avec l'homme qui les avait écrites. 40%. Lucas se leva également, passant une main dans ses cheveux. Ça lui donnerait le contrôle de toute l'entreprise. Il pourrait tout décider. Et il ne connaît rien à l'ingénierie, aux affaires, à la gestion, à la façon dont vous gérez l'empire que mon père a bâti, acheva Léo en levant les yeux pour la première fois. Sa voix était calme, mais une nouvelle fermeté s'y était installée. Non, je ne sais pas. Mais je ne savais pas non plus que j'avais un père jusqu'à la semaine dernière. On apprend vite quand on doit. L'avocat de Sandrine, un homme mince aux lunettes fines, feuilletait frénétiquement le testament. Il doit y avoir une faille juridique, quelque chose qui permette de contester cette clause absurde. Un mineur ne peut pas avoir ce genre de responsabilité. Il peut et il l'aura. Maître Dubois ferma le dossier d'un coup sec. Jean-Luc a été très spécifique, justement pour éviter ce genre de contestation. Il connaissait sa famille. Il savait exactement comment Léo serait reçu. C'est pourquoi il a créé des incitations financières pour qu'il soit traité avec la dignité qu'il mérite. Des incitations. Sandrine cracha presque le mot en se rasseyant. Son visage était rouge, ses mains tremblaient légèrement. Vous voulez dire, de la corruption. Mon mari me soudoie depuis sa tombe pour que j'accepte le fils qu'il a eu hors mariage. Sandrine. Valérie posa une main sur le bras de sa sœur. Pour l'amour de Dieu, le garçon est là. Et alors? Sandrine retira son bras avec force. Tu crois que je dois faire semblant? Que je dois sourire et embrasser le fruit de l'infidélité de mon mari? Le rappel vivant qu'il m'a trahi avec une femme de ménage. Léo sentit le sang lui monter aux joues mais serra les lèvres. Il n'allait pas lui donner le plaisir de le voir exploser. Il n'allait pas prouver qu'elle avait raison de le traiter de gamin incontrôlable. Appelez ça comme vous voulez, madame. Maître Dubois croisa les bras, s'adossant au mur. La question est simple et objective. Allez-vous accueillir Léo comme Jean-Luc l'a demandé, ou allez-vous risquer de perdre le contrôle de l'entreprise qu'il a fallu 3 générations pour construire? Le choix vous appartient. Valérie regarda Léo avec quelque chose qui ressemblait à une pitié sincère. C'était différent du regard de Sandrine. Il y avait de la compassion. Il est si jeune. Comment Jean-Luc a-t-il pu mettre un tel poids sur les épaules d'un enfant? Parce qu'il avait confiance que vous feriez ce qui est juste, commença Maître Dubois, ou, pour être réaliste, parce qu'il savait que vous feriez ce qui est le mieux pour vous. Et dans ce cas, les deux coïncidant parfaitement. Sandrine s'affaissa sur sa chaise, semblant avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Ses avocats lui chuchotaient quelque chose à l'oreille, gesticulant à propos de recours et d'appel, mais elle les congédia d'un geste las de la main. Combien de temps avons-nous pour décider? Demanda Lucas, la voix plus contrôlée maintenant. Il regardait Léo avec une expression difficile à déchiffrer. Ce n'était pas de la haine, mais ce n'était pas non plus de l'acceptation. Peut-être de la résignation. Techniquement, aucun. Maître Dubois remit les documents dans sa mallette. Léo est déjà un héritier légalement reconnu. Il a déjà droit à ses pourcentages d'actions et aux biens désignés. La seule question est de savoir si vous allez bien le traiter ou non. Et de cela, soyez-en certains, je veillerai personnellement. Je ferai des visites régulières, je parlerai au professeur de son école, je vérifierai ses conditions de logement. Jean-Luc m'a laissé des instructions très claires sur mon rôle d'exécuteur testamentaire. Léo regarda l'enveloppe dans ses mains. Soudain, il sentit qu'il devait lire cette lettre, maintenant. Il avait besoin de savoir ce que son père avait à dire. Il avait besoin d'une explication, d'un réconfort, de quelque chose qui ait un sens au milieu de ce chaos. Il commença à briser le sceau avec soin. Jean-Luc a demandé que vous la lisiez à voix haute, l'interrompit doucement Maître Dubois. Devant tout le monde. Il a dit qu'il était important que la famille entende chaque mot.
Léo hésita. Lire à voix haute signifiait exposer sa douleur devant des gens qui le haïssaient. Cela signifiait montrer sa vulnérabilité à des personnes qui ne voulaient que le voir souffrir. Mais si c'était ce que son père avait demandé, il ouvrit complètement l'enveloppe et sortit 2 feuilles de papier à lettres fins. L'écriture était manuscrite, un peu tremblante par endroits. Léo inspira profondément et commença, « Mon cher Léo, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas eu le courage que j'aurais dû avoir de mon vivant. Cela signifie que je suis mort avant d'avoir pu rencontrer mon fils, avant de pouvoir te regarder dans les yeux et te demander pardon. Et pour cela, du plus profond de mon âme, pardonne-moi. » La voix de Léo trembla, mais il continua. « J'ai découvert ton existence bien trop tard. J'ai découvert que pendant que je construisais des immeubles et que j'accumulais de l'argent, tu grandissais sans père. Que ta mère, Manon, la femme la plus digne que j'ai jamais connue, t'a élevé seule, parce que j'ai été trop lâche pour assumer mes responsabilités il y a 14 ans. » Sandrine émit un son méprisant, mais Maître Dubois lui lança un regard si dur qu'elle se tut immédiatement. Manon était spéciale. Je sais que tu le sais déjà, mais je dois le consigner ici. Elle était honnête, travailleuse, douce. Et j'étais marié, plus âgé, et j'aurais dû être plus responsable. Mais j'ai été faible. Et quand elle a quitté l'entreprise, j'ai simplement laissé faire. Je ne l'ai pas cherché. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai accepté son absence parce que c'était plus facile ainsi. Je n'ai pas d'excuses, Léo. Seulement des regrets. Des regrets qui me consument chaque jour depuis que j'ai découvert la vérité. Léo essuya une larme qui coulait sur sa joue. Il ne se souciait plus de savoir s'il le voyait. Quand le détective m'a montré ta photo pour la première fois, j'ai su. Je n'ai pas eu besoin d'un test ADN pour savoir que tu étais mon fils. Tu as les mêmes yeux que ta mère, mais la forme de mon visage. Tu as son sourire, mais mon front. C'est comme si nous avions créé quelque chose de magnifique tous les deux, et que j'avais manqué la chance de le voir grandir. J'ai tellement planifié notre rencontre. J'ai pensé à chaque mot que je dirais, à la façon d'expliquer mon absence sans passer pour un monstre, à la façon de demander à faire partie de ta vie sans donner l'impression d'acheter ton pardon. Lucas regardait ses propres mains maintenant, la mâchoire serrée. Mais mon cœur n'a pas tenu. Et maintenant, tu lis ceci, entouré d'étrangers qui devraient être ta famille mais qui te traitent probablement comme un intrus. Sandrine, si tu entends ça, ne blâme pas le garçon pour mes erreurs. Lucas, tu as un frère. Cela peut être un cadeau, si tu le laisses faire. Léo, l'héritage n'est pas pour acheter ton pardon. Je sais que je ne le peux pas. C'est pour garantir que tu auras les opportunités que tu mérites, que tu pourras étudier, grandir, devenir qui tu veux être. Ne laisse pas l'argent te changer. Ne laisse pas cette famille te rendre cynique. Sois fort, mais sois doux. Sois malin, mais sois honnête. Sois tout ce que ta mère t'a appris à être. Elle était meilleure que nous tous réunis. Léo dut s'arrêter, la voix complètement brisée. Maître Dubois lui offrit un verre d'eau, qu'il but à petites gorgées avant de continuer avec la dernière partie. Et quant à la clause du testament, oui, c'est une façon de forcer ma famille à t'accepter. Ce n'est pas juste pour toi, ce n'est pas juste pour eux, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. J'espère qu'avec le temps, l'acceptation forcée deviendra réelle. J'espère que tu trouveras de l'amour là où je n'ai laissé que de l'obligation. Pardonne-moi de ne pas avoir été le père que tu méritais. Pardonne-moi de ne pas avoir été courageux. Pardonne-moi de t'avoir laissé grandir sans moi. Avec tout l'amour que je n'ai pas eu le temps de te montrer, ton père, Jean-Luc Sampaio. Le silence qui s'abattit sur la salle était absolu. Léo plia lentement la lettre, les mains tremblantes, et la glissa dans la poche de sa chemise, tout près de son cœur. Il sentit les larmes, mais ne les cacha pas. Qu'il voie, qu'il sache qu'il était humain, qu'il ressentait, qu'il saignait. Même Sandrine semblait ébranlée, le visage plus pâle, les yeux brillants d'une étrange lueur. Lucas regardait le plafond, clignant rapidement des yeux. Valérie pleurait ouvertement. Finalement, Maître Dubois rompit le silence, la voix plus douce maintenant. « Quelle est votre décision, Madame Sampaio ?» La femme regarda Léo. Le regarda vraiment, peut-être pour la première fois. Elle vit le garçon de 14 ans avec ses vêtements du foyer, trop maigres, avec des cernes profonds,
tenant une lettre de son mari décédé comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Il peut rester dans l'appartement à Montmartre, dit-elle, la voix lasse, sans la colère d'avant. Nous nous occuperons de son inscription dans une école privée, de l'uniforme, du matériel, de tout ce dont il aura besoin. Et nous le traiterons avec respect. Maman, commença Lucas. C'est ça où nous perdons tout, Lucas. Tu as entendu la lettre. Ton père s'est assuré que ce garçon ne soit pas laissé pour compte. Et nous allons respecter cette volonté. Sandrine se leva, lissant sa robe noire. Mais n'attends pas de moi que je le serre dans mes bras comme mon fils. N'attends pas d'amour maternel ou de famille heureuse. Je ne suis pas hypocrite à ce point. Nous ferons ce qui est demandé, rien de plus. Léo le sentit. C'était plus que ce à quoi il s'attendait, honnêtement. Il ne voulait pas de leur amour de toute façon. Il voulait juste une chance de reconstruire sa vie. Alors, c'est décidé. Maître Dubois ferma sa mallette et sourit pour la première fois de la journée. Léo, bienvenue dans la famille Sampaio. Officiellement. Bienvenue. Le mot sonnait étrange et creux dans l'immense salle. Mais peut-être, juste peut-être, que c'était le début de quelque chose. Même si c'était un début compliqué, douloureux et forcé. C'était quand même un début. 3 semaines plus tard, Léo était assis sur le balcon de l'appartement à Montmartre, contemplant la ville qui ne cessait de bouger. L'appartement était plus grand que n'importe quel endroit où il avait vécu. 3 chambres, un salon spacieux, une cuisine avec des appareils électroménagers qu'il ne savait pas encore bien utiliser. C'était beau, propre, vide et incroyablement solitaire. Maître Dubois avait engagé une femme de ménage qui venait 3 fois par semaine. Madame Monique Garnier était une dame de 60 ans, douce, qui laissait des repas préparés et lui demandait s'il avait besoin de quelque chose. Léo disait toujours non. Il ne savait pas demander de l'aide, il n'en avait jamais eu besoin avant. L'école était un autre univers. Le collège Sainte-Croix, l'un des plus chers de Paris. Uniforme impeccable, sac à dos neuf, livreur de prix. Léo était le seul boursier de la classe. Enfin, pas exactement boursier. Son père avait payé la totalité des frais de scolarité avant de mourir, mais il se sentait toujours comme un imposteur. Et, Léo? Une voix le tira de ses pensées. C'était Enzo, l'un des rares camarades qui essayait de lui parler. Fils de médecin, un garçon sympathique qui ne semblait pas se soucier des différences sociales. Tu viens au barbecue de Lucas samedi? Il a loué cet espace près du Trocadéro. Léo secoua la tête. Je ne suis pas invité. Comment ça? Tu es son frère. Demi-frère. Et la famille n'est pas très proche. Enzo fit une grimace. Mec, c'est nul. Désolé. Pas de problème. J'ai l'habitude. Mais il ne l'avait pas. Chaque fois qu'il voyait Lucas dans les couloirs de l'entreprise OI, Maître Dubois insistait pour qu'il visite Sampaio Ingénierie une fois par semaine. Son demi-frère hochait simplement la tête et continuait son chemin. Sandrine, encore moins. Elle faisait simplement comme si Léo n'existait pas. Le téléphone sonna. Maître Dubois. Léo, comment ça va? Bien. Menteur. La voix de l'avocat était douce. Je suis passé à l'école aujourd'hui. Les professeurs disent que tu as de bonnes notes, mais que tu ne parles à personne. Je vais bien, maître. Vraiment. Je passe te voir demain. On déjeunera ensemble. Léo sourit pour la première fois de la journée. Maître Dubois était la seule personne qui semblait vraiment se soucier de lui. Le lendemain, assis dans un simple bistrot italien, le choix de Léo, pas de l'avocat où il parlait de tout et de rien. Tu sais que tu peux m'appeler n'importe quand, n'est-ce pas? Maître Dubois s'essuya la bouche avec sa serviette. Pour n'importe quoi. Pas besoin que ce soit à propos d'argent ou de l'école. Ça peut être juste pour discuter. Je sais. Merci. Lucas m'a appelé hier. Léo leva les yeux. Ah oui? Il a demandé de tes nouvelles. Il voulait savoir comment tu t'adaptais. Et qu'est-ce que vous avez dit? La vérité. Que tu te bats, mais que tu te bats seul. Que la famille ne remplit pas la partie accueil du testament. Léo remua sa pizza,
soudain sans appétit. Ils n'ont pas besoin de m'aimer. Le testament disait juste de me traiter avec respect. Le respect est différent de l'indifférence, Léo. Tu as 14 ans. Tu as perdu ta mère, tu as découvert un père que tu n'as jamais connu. Tu vis seul dans un immense appartement. Ce n'est pas une vie pour un enfant. Je ne suis pas un enfant. Si, tu le es. Et il n'y a aucun mal à ça. Maître Dubois se pencha sur la table. Écoute, je vais être direct. Je peux interpréter cette situation comme de la négligence. Je peux activer la clause du testament. Non. Dit Léo trop vite. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne veux plus de problème. Je ne veux pas qu'il me déteste encore plus. Il te déteste déjà, Léo. Mais au moins, il me laisse tranquille. Si vous faites ça, ils me blâmeront pour tout. Je deviendrai le méchant qui a volé l'entreprise familiale. Maître Dubois soupira. Tu ne devrais pas avoir à penser comme ça. Tu ne devrais pas avoir à choisir entre la dignité et la paix. Mais je dois choisir. Et je choisis la paix. Ce soir-là, Léo était dans son appartement quand on sonna à la porte. Il fut surpris. Madame Monique Garnier ne venait que le matin. Il ouvrit la porte et se figea. Lucas était là, avec un sac de nourriture thaïlandaise et une expression mal à l'aise. Salut. Salut. Léo ne savait pas quoi faire. Tu veux entrer? Si ça ne te dérange pas. Ils s'assirent dans le salon, la nourriture entre eux sur la table basse. Silence gênant. Maître Dubois m'a appelé, dit finalement Lucas. Il a dit que tu étais seul, que tu n'allais pas bien. Je vais bien. Arrête de mentir. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste de la lassitude. Je sais ce que c'est de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Léo regarda son demi-frère. Le regarda vraiment. Lucas avait 30 ans, mais il en paraissait plus. Des rides de soucis autour des yeux, les cheveux qui commençaient à grisonner sur les tempes. Écoute, je ne sais pas comment être un frère, continua Lucas. J'ai été fils unique toute ma vie et soudain, tu apparais et tout est chamboulé. L'entreprise, la famille, tout. Je n'ai pas demandé ça. Je sais. Et c'est pour ça que je suis là. Il passa une main dans ses cheveux, nerveux. Notre père il n'était pas parfait, mais il te voulait dans la famille. Et je vais respecter ça. Pas à la manière de ma mère, en faisant comme si tu n'existais pas, mais de la bonne manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dîneras chez nous dimanche. Ça veut dire que je t'emmènerai visiter l'entreprise correctement. Ça veut dire que, il inspira profondément, ça veut dire que je vais essayer. Je ne promets pas que ce sera facile. Je ne promets pas que nous serons les meilleurs amis du monde. Mais je vais essayer. Léo sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'étaient pas les mots qu'il avait toujours voulu entendre. Ce n'étaient pas l'étreinte chaleureuse d'un grand frère. Mais c'était réel, c'était honnête. C'était un début. D'accord. Sa voix sortit faible. J'accepte d'essayer aussi. Lucas hocha la tête, semblant soulagé. Ils mangèrent en silence, mais c'était différent. Ce n'était plus le silence gênant d'avant, c'était le silence de deux personnes apprenant à exister dans le même espace. Quand Lucas partit, Léo resta de nouveau sur le balcon. La ville bougeait toujours en bas. Mais pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentit pas complètement seul. Il sortit la lettre de son père de la poche de sa chemise. Il la portait toujours sur lui, pliée et relue tant de fois que les bords étaient usés. « Je crois que ton plan fonctionne, papa, murmura-t-il dans la nuit. Lentement, mais il fonctionne. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. 6 mois passèrent comme un tourbillon de changements et d'adaptation. Léo était à l'entrée du collège Sainte-Croix, attendant que Lucas vienne le chercher. C'était quelque chose que son demi-frère faisait une fois par semaine maintenant. Il passait prendre Léo à l'école et ils discutaient sur le chemin. « Alors, comment s'est passé le contrôle de maths ?» demanda Lucas dès que Léo monta dans la voiture. « J'ai eu 18. J'ai fait une erreur stupide sur une question. 18, c'est excellent, mec. » Lucas sourit. Il souriait plus maintenant.
bien meilleur que moi à ton âge. Léo regarda par la fenêtre. Les rues de Paris défilaient rapidement, mais il n'avait plus ce serrement au cœur de ne pas être à sa place. Ce n'était pas encore tout à fait chez lui, mais il s'en approchait. Maman veut que tu viennes à son anniversaire, dit Lucas soudainement, tendu. Léo se tourna, surpris. Vraiment? Vraiment. Elle écoute, ce ne sera pas un accueil chaleureux, mais je pense qu'elle essaie. À sa manière. Sandrine était toujours froide, évitait toujours les longues conversations, mais lors des dîners du dimanche, qui étaient maintenant une tradition, elle lui demandait au moins des nouvelles de l'école, parfois même comment il se sentait. C'était peu, mais c'était plus que rien. J'irai, décida Léo. Oui, j'irai. L'anniversaire de Sandrine eut lieu dans un grand restaurant gastronomique. Léo portait un costume que Lucas l'avait aidé à choisir. Pour la première fois, il ne se sentit pas déplacé au milieu de la richesse. Léo. Sandrine le salua à son arrivée. Il n'y eut pas d'accolade, mais le ton était différent, moins hostile. Content que tu sois venu. Joyeux anniversaire, Sandrine. Elle hocha la tête et s'éloigna pour saluer d'autres invités. Mais quelques minutes plus tard, pendant le dîner, elle fit quelque chose d'inattendu. Je voudrais porter un toast. Sandrine se leva, une coupe à la main. À ceux qui sont ici. Ma famille. Elle regarda Lucas, Valérie, et puis, pour la première fois, ses yeux se posèrent sur Léo et y restèrent. Toute ma famille. Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas l'amour, mais c'était la reconnaissance. C'était l'inclusion. Léo sentit une boule se former dans sa gorge. Il leva son verre de soda avec tous les autres et trinqua. Plus tard, Léo était de nouveau sur le balcon de son appartement, mais cette fois, il n'était pas seul. Lucas était là, buvant une bière et regardant la ville. Tu sais que tu peux vendre cet endroit si tu veux, dit Lucas. Acheter quelque chose de plus petit, de plus chaleureux. J'y ai pensé, répondit Léo en regardant autour de lui. Mais mon père a choisi cet appartement pour moi. Ça a une signification. Lucas hocha la tête. Il voulait vraiment te connaître. Il en parlait les derniers jours. Il était nerveux, anxieux, il n'arrêtait pas de planifier ce qu'il dirait. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su pour moi? De la colère, répondit Lucas honnêtement. Beaucoup de colère. De la colère contre mon père pour avoir trompé ma mère. De la colère contre toi d'exister. De la colère contre moi-même de ressentir de la colère envers un enfant qui n'y était pour rien. Et maintenant? Lucas regarda Léo. Maintenant, j'ai un frère. Un petit frère qui est plus mature que je ne l'étais à son âge, qui a survécu à des choses que je n'ai jamais eu à affronter. Et je suis fier, tu sais? Fier de toi. Léo sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il ne les cacha pas. Lucas posa une main sur son épaule, un geste maladroit mais sincère. Notre père serait fier aussi. Le dimanche suivant, Léo fit quelque chose qu'il avait repoussé pendant des mois. Il prit un bus, il préférait toujours les bus au VTC et se rendit au cimetière. Deux tombes, côte à côte dans son imagination, mais séparées par des kilomètres dans la réalité. Il alla d'abord à celle de sa mère, humble, simple, avec des fleurs fraîches qu'il apportait chaque semaine. Salut, maman. Il s'agenouilla. Les choses sont différentes. Mieux, je crois. J'ai rencontré mon frère. Il est sympa. Sandrine est toujours difficile, mais elle essaie. L'école est bien. J'ai de bonnes notes. Tu serais fier. Il enleva une feuille qui était tombée sur la pierre tombale. Tu me manques tous les jours. Mais je vais bien. Je survis. Je vis. Une larme coula. Et je sais que c'est ce que tu voulais. Puis il se rendit au caveau des Sampaio. Il passa devant les noms jusqu'à arriver au plus récent, Jean-Luc Sampaio. Salut, papa. Le mot était encore étrange, mais moins douloureux. Merci pour tout. Pour l'héritage, oui, mais surtout pour t'être soucié de moi, pour avoir essayé, même tard. Pour avoir laissé une lettre qui a tout changé. Il toucha la plaque froide. Lucas est un bon frère. Je pense que tu serais heureux de le savoir.
Et moi je ferai honneur à ton nom. J'étudierai, je travaillerai dur, je deviendrai quelqu'un. Pas pour l'argent, mais parce que toi et maman méritiez un fils qui en vaille la peine. Léo resta là quelques minutes de plus, en silence. Puis il se leva, épousseta son pantalon et se dirigea vers la sortie. Sa vie était étrange maintenant, elle était compliquée, pleine d'histoires non résolues et de familles qui ne savaient pas très bien comment fonctionner ensemble. Mais c'était la sienne. Et pour la première fois depuis que sa mère avait fermé les yeux, Léo sentit qu'il avait un avenir. Pas parfait, pas sans douleur, mais un avenir à lui, conquis, mérité. Il jeta un dernier regard en arrière. 2 tombes, 2 personnes qu'il avait aimées comme elles avaient pu. À bientôt, maman. À bientôt, papa. Et il alla de l'avant. Si cette histoire vous a touché et vous a fait penser à tous ces enfants qui grandissent invisibles, sans affection, voulant juste être reconnus, ne laissez pas cette vidéo se terminer en silence. Laissez un like pour qu'elle touche plus de monde et commentez ci-dessous ce que vous feriez à la place de Léo. Votre commentaire peut toucher une autre personne aujourd'hui. Et si vous vous êtes déjà senti comme Léo, perdu mais déterminé à ne pas abandonner, écrivez « Je continue » dans les commentaires.